Bonjour, bonjour Bonjour, docteur. bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler du microbiote intestinal aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs? Voilà, alors donc moi je suis le docteur Serge Ballon-Perin. Donc si vous voulez, j'ai fait la médecine, je suis sorti médecin en 1986, donc c'est pas tout à fait hier. Et à cette époque-là, j'ai fait une spécialisation universitaire en nutrition à l'université de Louvain. C'était tout nouveau à l'époque. J'ai fait 3 ans de recherche plutôt dans ce qui était métabolique, dans tout ce qui était diabète, obésité, etc. Et puis, après ça, on m'a demandé de faire un doctorat de recherche, mais moi, j'ai dit non, non, je vais faire de la consultation. Alors, ça semblait très bizarre en 1989, mais maintenant, c'est plus le cas. Et petit à petit, au début, c'est vrai que je m'occupais beaucoup de nutrition dans les problèmes métaboliques chez les sportifs, etc. Mais au fil du temps, je me suis de plus en plus intéressé à tout ce qui est problème digestif chronique, à tout ce qui est perturbation immunitaire, fatigue chronique, etc. Et puis au microbiote. Depuis, je dirais que l'avènement du microbiote, c'est vraiment en 2006. Je veux dire, c'était le grand départ. Et là, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à ça. Et c'est vrai qu'au niveau du laboratoire ici, je suis un peu responsable de tout ce qui est commentaires, donc tout ce qu'on va dire, le post-analytique, c'est-à-dire les commentaires et qu'est-ce qu'on fait des résultats que l'on obtient. Et ça, je pense que c'est terriblement important. Oui. Et je me permets justement déjà, ça précède peut-être une question ou non, je ne sais pas, mais en tout cas de préciser, si vous voulez faire une analyse du microbiote, qu'il y a 3 points auxquels il faut s'atteler. Un, c'est le préanalytique, Mhm. c'est-à-dire que ce qui est utilisé au laboratoire LIMS ici, c'est le fait d'avoir, quand on collecte la selle, on la met dans un liquide qui contient un stabilisateur de l'ADN. Et des études ont montré que c'était fondamental, que quand on utilisait ce liquide, on avait les mêmes résultats que si on congelait une selle et qu'on l'analysait directement après, congélation. Et que par contre, si on transportait la selle dans un tube sans le liquide en question, eh bien, on n'avait pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Il faut travailler avec des gens qui utilisent un pré-analytique correct. Évidemment, il faut qu'au niveau du labo, l'analytique soit évidemment irréprochable, ce qui, je pense, est le cas ici. Et puis alors, il y a le post-analytique dont je fais partie, évidemment, c'est de pouvoir faire quelque chose de ces infos, d'avoir quelque chose d'intéressant qui vous permet d'en faire quelque chose et pas d'avoir une liste de bactéries et puis après on fait quoi, hein. C'est donc ça. Exact. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Déjà, on a pas mal d'informations sur ce microbiote. Donc, en fait, quel est l'intérêt de faire cette analyse-là aujourd'hui, justement, avec les connaissances qu'on a au sujet de ce microbiote, de la fonction digestive globalement, puisqu'on le voit de plus en plus, hein, moi aussi, je le vois en cabinet, de plus en plus de patients souffrant de problèmes digestifs, de troubles digestifs. Et vous le voyez vraiment au niveau de vos consultations, vous voyez une différence en faisant ce type d'analyse aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire très simplement, moi, je m'occupe beaucoup, beaucoup de patients viennent me voir pour des problèmes de côlon irritable, hein, des problèmes des gens qui traînent ce problème de côlon irritable depuis des années, vu que c'est quelque chose qui était assez et qui est toujours assez peu pris en charge en général, et en tout cas correctement pris en charge. Et donc, c'est vrai que par rapport au côlon irritable, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne sais plus me passer de l'analyse du microbiote. Donc, je veux dire que je le fais systématiquement. Et alors, je suis renforcé là-dedans, et ça m'a fait énormément plaisir, c'est qu'il y a quelques mois, il y a eu la fameuse semaine de congrès des gastroentérologues, qui s'appelle le United European Gastroenterologist Week. Et au cours de cette semaine de congrès, ils ont parlé essentiellement du microbiote. Et ils ont validé vraiment la valeur des signatures microbiotes dans les colons irritables, des signatures microbiotes dans les maladies inflammatoires intestinales, et aussi l'intérêt justement d'utiliser des prébiotiques, des probiotiques, des antibiotiques non absorbables, enfin, etc., dans l'approche thérapeutique de ces problèmes. Donc ça, c'est vraiment ça fait plaisir de voir que c'est adoubé maintenant véritablement et qu'on ne s'était pas trompé. Et oui, justement, parce que c'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a énormément encore de médecins ou de spécialistes ou même de gastroentérologues qui peuvent aussi, peut-être par méconnaissance, hein, je pense,
aller dire que ces analyses, ces interprétations n'ont aucune valeur scientifique aujourd'hui prouvée et donc qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire pour le patient, que c'est assez coûteux et que les résultats sont pas, formidables donc Tout à fait. Alors, effectivement, donc, au départ, ce qui était dit par les gastro-entérologues, c'est dire, oui, vous savez, le microbiote, c'est une espèce d'énorme trou noir avec tellement d'infos qu'on n'y comprend rien. Alors, il n'y a pas de microbiote optimal, etc. Alors, en 2024, on ne peut plus dire la même chose. On peut effectivement dire, et ça, il y a un consensus là-dessus, c'est de dire que voilà, il n'y a pas vraiment de microbiote optimal. Par contre, il y a des microbiotes malades, des microbiotes perturbés. Et ça, c'est une évidence. Et c'est quelque chose que l'on peut affirmer. De la même manière qu'il est évident qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le microbiote. Il y a encore énormément de choses à apprendre, déjà sur le bactérien, puis alors on peut parler aussi du microbiote fongique, parasitaire, viral, etc. Mais rien que sur le microbien, on n'est pas du tout au bout de nos peines, mais on ne peut plus dire aujourd'hui qu'avec ce qu'on a comme info, on ne sait rien en faire. Et donc c'est un et outil extrêmement intéressant. Alors on a parlé du digestif, évidemment, qui est le premier élément, mais ça peut aussi être utile au niveau prévention du cancer du côlon. D'ailleurs, c'est un outil extraordinaire dans l'évaluation et dans la prévention, bien avant encore la colonoscopie, qui reste l'élément évidemment fondamental après un certain âge à tester. Mais avant ça, c'est un élément fondamental à utiliser. Personnellement, je trouve plus valable, et d'ailleurs j'en ai discuté avec certains gastro-entérologues qui sont du même avis, plus valable que l'hémoculte qu'on fait actuellement. Sachant que exact. si on retrouve du sang dans les selles, ben, la plus grosse probabilité, c'est que ce soit des hémorroïdes. Si ce n'est pas le cas, la probabilité suivante, c'est éventuellement un estomac qui saigne avec les anti-inflammatoires, etc. Et puis la dernière option, c'est un cancer du côlon avec, hélas, la probabilité qu'on soit déjà assez loin. Donc, on n'est pas dans du dépistage très précoce. Je trouve personnellement outre la colonoscopie, bien entendu, mais que en amont de ça, l'analyse du microbiote est vraiment très intéressante. Et puis alors, il y a tout ce qui est autre que le digestif direct. Donc, c'est l'intérêt de l'analyse du microbiote. C'est des patients qui souffrent d'atopie, d'asthme, dans les problèmes métaboliques, dans l'obésité, le diabète, dans la neuroinflammation cérébrale. On en parle beaucoup et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rajouté au sein du labo une signature qui va arriver, je crois, dans 15 jours. Hein, la demande sera possible. Donc, on a rajouté une signature dans prévention d'Alzheimer. Donc, effectivement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire retrouver finalement un type de microbiote qui est plutôt associé au risque d'avoir des problèmes neuro ou de déjà démarrer des problèmes de neuroinflammation. Et donc, ça permet effectivement d'aller contrer ces anomalies. Et oui, c'est ça, voilà. Justement, l'intérêt, c'est bien de savoir ce que l'on a dans notre microbiote et justement les bactéries pathogènes, s'il y a des éléments fongiques, des virus, des choses à traiter. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, de ces analyses? C'est là, en fait, la chose qui est intéressante et ce que vous aussi vous proposez au sein de l'IMS avec l'interprétation détaillée, qui, moi, je trouve extraordinaire, qui permet vraiment d'aller travailler sur la microdentelle fine point par point, on peut quasiment le faire, pas sur toutes les bactéries puisque ça n'a pas d'intérêt. Mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous mettez en place en général par rapport à certains types de microbiotes qu'on peut voir? Je sais que vous parlez souvent des super extracteurs, par exemple, des microbiotes endotoxémiques. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Absolument, absolument. Et c'est justement ça qu'on a voulu faire et la raison pour laquelle au départ, et à l'arrivée d'ailleurs, on est toujours sur le fait de présenter uniquement des bactéries dont on connaît le rôle et dont on sait comment on peut agir sur elles. Mhm. Mais on a rajouté maintenant, donc ça ce sera aussi les possibilités pour ceux qui sont des plus grands fans de microbiote et qui suivent la littérature là-dessus de plus près, on a rajouté donc la capacité d'avoir le CSV, donc d'avoir toutes les bactéries hein, qui sont comme un camembert, comme ça on part des filas et puis on peut cliquer et hop, 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 comme des poupées russes, on peut aller de plus en plus loin et rechercher les bactéries qui nous intéressent. Ça fait partie des multiples innovations qui vont sortir dans les semaines qui viennent. Mais donc, pour répondre à votre question, effectivement, ce qu'on peut faire,
Ben, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a déjà au niveau nutritionnel, hein, on parlait du microbiote super-extracteur ou du microbiote micro-inflammatoire. Eh bien, quelqu'un qui a un microbiote super-extracteur, c'est vraisemblablement, c'est quelqu'un chez qui il va falloir diminuer la proportion justement de ces bactéries super-extractrices avec des produits comme la berbérine, par exemple. On peut utiliser la berbérine, la quercétine, qui sont très intéressantes. Et puis, dans un microbiote plutôt inflammatoire, on va effectivement d'abord changer l'alimentation avec plus de prébiotiques, de probiotiques pour, par compétition, favoriser une autre flore qui va s'opposer à celle-là et diminuer éventuellement une consommation excessive de protéines ou de graisses animales qui favorisent ces bactéries-là. Donc déjà, dans la nutrition, on peut faire quelque chose. Et puis, ça dépend un petit peu de la situation. On peut avoir des situations où on a des bactéries pro-inflammatoires productrices d'H2S, par exemple, où là, on sait qu'elles vont plutôt réagir à l'origan de façon en phytothérapie ou au bismuth en allopathie, que des bactéries productrices de méthane vont plutôt réagir à l'ail en phyto ou vont plutôt réagir à une bioantibiothérapie en allopathie, enfin, etc. Donc, il y a chaque fois des traitements spécifiques pour réduire d'une part ces bactéries problématiques et pour augmenter d'autre part les bonnes bactéries qui ne sont pas assez présentes. Ah Et oui, alors on c'est ça. peut soit, alors c'est là qu'il faut un petit peu avoir, qu'il faut suivre les conférences et avoir un peu l'expérience de se dire dans quelle situation est-ce que finalement je vais utiliser une antibiothérapie ou pas, ou est-ce que je vais essayer d'être plus naturel euh, avec l'alimentation, en travaillant par compétition et en utilisant des produits en phyto pour réduire certaines espèces. Oui, tout à fait. Et après, vous pensez avec un traitement spécifique adapté, en combien de temps à peu près on peut espérer avoir des résultats positifs chez le patient, en règle générale? Alors, ça dépend du type de traitement, évidemment. Donc, il y a des traitements qui vont avoir des résultats plus rapides, hein. On peut avoir parfois, en une semaine, hein, voir la différence dans certains types de traitements antibiotiques, évidemment. Mais alors là, il va falloir pérenniser le résultat. Ça, c'est le deuxième Oui, volet, bien entendu. Et puis, sinon, ben, ça va mettre oui, quelques semaines, voire quelques mois, en tout cas, pour arriver à moduler clairement un microbiote et avant de refaire une analyse, justement, si on veut faire une analyse, par exemple, pour vérifier l'évolution de ce microbiote, on considère qu'en général qu'il faut 4 mois, 4 à oui, 6 mois. Quoi. oui, c'est ça. Faut récupérer aussi une bonne barrière intestinale et travailler sur tous Voilà. les autres Donc ça, c'est paramètres. aussi intéressant. C'est aussi intéressant parce que par rapport aux analyses IgG, hein, qui Oui, sont assez souvent effectuées, et en sachant quand même que les IgG sont avant tout des marqueurs d'une hyperperméabilité intestinale en général, et donc pour justement voir et pour pouvoir réintroduire des aliments. On se dit, tiens, ces aliments-là, il vaut mieux les éviter. Bien, pour pouvoir les réintroduire, ça va passer par un traitement du microbiote. C'est le mmh, microbiote qui va être la base pour recréer une barrière muqueuse, avant toute chose, correcte, une barrière de mucus d'abord, avant la barrière muqueuse, et puis pour ensuite éventuellement pouvoir réintroduire des aliments. C'est ce que j'explique souvent à des patients qui ont des IgG un peu élevés. On sait qu'ils ne sont pas allergiques au gluten ou qu'ils n'ont pas des choses fondamentales comme ça sur certaines protéines. Il y a des gens qui ont des réactivités sur des protéines de lait, par exemple, qui sont phénoménales et ça va être pas évident de rétablir la situation, mais pas mal de gens peuvent avoir des réactivités qui sont mesurées par des IgG ou alors des IgG qui finalement mesurent la perméabilité sans que les gens en aient de réaction au produit. Ça arrive aussi très souvent, évidemment. Mais en tout cas, on peut dire aux gens, voilà, si on fait une exclusion temporaire de l'aliment, on travaille le microbiote, et puis dans quelques mois, on réintroduit l'aliment. Cette oui, notion de dire, voilà, c'est pas pour toujours, est psychologiquement hyper important. oui, c'est vrai, c'est vrai, Sinon, ça fait ça un met choc oui. psychologique violent. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai eu le cas justement récemment d'un patient à qui j'ai fait faire les tests d'intolérance alimentaire et le microbiote et on a vu vraiment qu'il y avait un lien de toute façon Mhm. entre tous les aliments auxquels il pouvait, être, intolérant et sa barrière intestinale complètement poreuse et enflammée
effectivement, il y avait un lien direct. Donc c'est vrai que ça permet aussi aux patients de se dire qu'à un moment donné, il y a un espoir d'aller mieux et de pouvoir se sentir bien en traitant correctement quand on sait d'où ça vient, quoi. Et par rapport à l'analyse du microbiote, bon, on a vu, il y avait beaucoup d'intérêt de toute façon thérapeutique sur, effectivement la problématique digestive, mais extra-digestive. De plus en plus, on en parle de toute façon. Et quelle est la différence avec le DMI, par exemple, que vous proposez aussi au sein du laboratoire, le MI? Et est-ce que ça peut être intéressant de faire les 2 ou simplement l'un ou l'autre? Dans quel cas on le recommanderait? Alors, donc le MI, pour commencer par celui-là, donc c'est vraiment MI comme mycose intestinale. Donc le MI, c'est l'analyse dans les urines d'un métabolite produit par des candidats et que par les candidats. C'est ça qui est très intéressant parce que c'est la difficulté dans une analyse métabolomique, c'est qu'on va avoir un métabolite qui ne doit être produit que par une seule source. Parce que s'il est produit par plusieurs sources, ça devient compliqué à interpréter. Et c'est le cas du D-arabinitol. J'insiste bien, le D-arabinitol est vraiment le D-arabinitol. Ce qui est dosé ici, il y en a qui dosent l'arabinitol, c'est pas la même chose. Dans toutes les publications scientifiques, c'est le D-arabinitol dont on parle. Et, euh, et donc, en fait, ça nous permet d'évaluer s'il y a une prolifération excessive de candidats, de pouvoir la remarquer par l'excès de métabolites que ces candidats vont produire et qu'on va retrouver dans l'urine. Alors, pourquoi c'est tellement intéressant et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une analyse PCR des candidats dans le sel, par exemple? Mmh. euh, Parce qu'il s'avère, en tout cas dans mon expérience, les choses vont peut-être changer dans les années qui viennent, mais dans les techniques de PCR qu'on utilise par rapport aux candidats, effectivement, on a parfois des discordances entre des patients qui ont manifestement une problématique de candidat, chez qui on retrouve des métabolites de candidats dans les urines, mais qu'on ne retrouve pas de candidats dans les selles, ni en culture, ni même en PCR. Et donc, mon hypothèse par rapport à ça, c'est que, sachant que les candidats en général s'agglutinent via la désine, enfin bref, s'agglutinent sur les muqueuses, ils arrivent à s'accrocher aux muqueuses, ils forment des paquets comme ça, avec un biofilm éventuellement. Les gastro-entérologues connaissent bien ça, parce que quand ils voient des mycoses œsophagiennes, par exemple, ils retrouvent ces zones blanchâtres, et que vraisemblablement, ça se passe, les candidats se mettent dans l'intestin et qu'on ne va pas nécessairement avoir une quantité suffisante détectable dans les selles. Ah Euh, oui, et c'est pour ça que je trouve que l'analyse métabolomique reste à ce jour, pour moi, un marqueur idéal. Ce qui veut dire que le plus souvent, personnellement, je prescris le MI plus le microbiote. d'accord. Ça, c'est mon analyse fétiche. Alors, le DMI est néanmoins très intéressant. Pendant des années, j'étais un grand fan du DMI et je l'ai prescrit énormément avant que je passe plus souvent au microbiote. Ça reste quand même très intéressant, bien entendu, parce qu'on a donc l'analyse au niveau mycose, bien sûr, mais on a aussi des métabolites de bactéries de fermentation qu'on va retrouver. On a des métabolites de bactéries de putréfaction et vraisemblablement plutôt pro-inflammatoires qu'on va pouvoir retrouver dans l'urine. Et donc, ça donne déjà, si on, pour quelque chose qui financièrement est quand même un peu moins cher, et qui est techniquement plus facile à faire, quoique le microbiote maintenant avec les nouvelles techniques c'est beaucoup plus simple, euh, permet d'avoir justement ces infos. Je dirais que le bémol par rapport au microbiote, c'est que d'une part, on n'a pas d'infos sur les bactéries qui manquent, on a Mmh. une info sur les bactéries en excès, et que d'autre part, l'info sur les bactéries en excès, forcément, elle est un petit peu plus précise dans le microbiote, quoi. Et oui. Mais à part ça, ça donne déjà une première vue très intéressante de la situation. D'accord, donc on pourrait se contenter, de faire uniquement le microbiote intestinal, l'ARN-CSS suffirait amplement, on n'est pas nécessairement obligé de faire un DMI ou un MI associé. Moi, je trouve qu'un MI associé, oui. Oui, un MI, Parce que bien souvent, si on a des patients justement qui se plaignent, alors je ne parle même pas d'autres symptômes plus spécifiques de la candidose, comme les envies de sucre, la fatigue,
la tête dans le brouillard, ce truc-là, mais qui se plaignent de symptômes digestifs type ballonnement, gaz, tension abdominale, reflux, etc. On sait très bien qu'il y a une possibilité de prolifération de bactéries de fermentation, et pas que de fermentation, de prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, mais aussi de prolifération de candidats, quoi. Et donc, il faut absolument pouvoir avoir les deux infos. Eh oui. Raison pour laquelle moi, je demande toujours le MI associé au microbiote. D'accord, d'accord, d'accord. Et si on fait un travail, si on se mettait à faire un travail spécifique sur le microbiote, donc avec des probiotiques, des cobiotiques, et des antibiotiques naturels, hein, si on parle sur la partie naturelle, Mhm. heu, on pourrait quand même espérer, même si on n'avait pas le MI ou si on n'avait pas détecté de signes de candidose, avoir quand même un traitement intéressant à ce niveau-là sur les candidats? Ou il faudrait vraiment Non, avoir c'est pas évident. plus Personnellement, je trouve vraiment que ça vaut la peine de demander le MI en plus parce que il faut quelque part, et c'est tout l'intérêt de faire ces analyses, c'est qu'au lieu de chipoter en se disant, tiens, j'ai l'impression cliniquement que c'est plutôt ça, et donc je vais plutôt dire de faire comme ça, et de manger comme ça, et de prendre un peu de ceci ou un peu de cela, et de tester comment. Je l'ai fait d'ailleurs hein, pendant des années, comme j'ai pratiqué bien avant que tous ces examens existent. Et donc, je donnais des probiotiques comme ça, pif paf, hein, au Vogelpick, comme on dit en Belgique. Hein, et donc, ça veut dire qu'au hasard, donc je traduis, eh bien, ça veut oui, dire et parfois ça marchait, parfois pas du tout, parfois c'était pire. Et forcément, maintenant on sait pourquoi c'est pire. eh On sait oui. que des patients, évidemment, qui vont avoir, vous allez trouver dans leur microbiote un excès de bactéries de fermentation produisant de l'hydrogène, des choses comme ça, qui, on le sait maintenant, sont un bon reflet de ce que l'on voit dans les breast tests au niveau de ce qui se passe dans le grêle. Et si vous leur donnez des probiotiques, ben vous avez beaucoup de chance, ça se passe très mal, quoi. Euh, voilà. Par contre, chez d'autres patients, vous allez voir dans leur microbiote qu'il faut absolument leur donner des probiotiques. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que c'est précis. Et pour en revenir à votre remarque, donc, pareil pour le candidat. Si on voit un MI avec une prolifération fongique massive, eh bien, on va axer son traitement aussi là-dessus par rapport au régime et aux complémentations, qu'elles soient en phyto ou en allopathie. Voilà quoi. Mmh. Ouais, oui, oui, tout à fait, OK. Donc là, vraiment, c'est intéressant de faire les 2 dans ces cas-là, en fonction, bien sûr, de la clinique du patient. Est-ce qu'il y a des patients, avec des certaines pathologies, vous voyez, qui sont améliorés sur la partie, extra-digestive, au départ, qui ne venaient pas vous voir pour des problèmes digestifs, mais en travaillant sur le microbiote, qui sont nettement améliorés, par exemple des hypothyroïdies ou des ou d'autres pathologies qui ne sont pas directement ou dans un premier cas, on n'irait pas forcément faire un microbiote. Ah, tout à fait. Alors, il y a surtout deux. Alors, pour ce qui est de la thyroïde, pas net. Donc là, Mmh, je préfère ne pas me prononcer, même d'accord. s'il est très probable qu'il y ait un lien avec des hypothyroïdies auto-immunes et l'état du microbiote. C'est possible, mais c'est en tout cas ni démontré dans la littérature, ni dans mon expérience. Donc là, ça, c'est pas net. Par contre, j'ai vu vraiment des effets comme, pour répondre tout à fait à votre question, qui est une très, très intelligente question d'ailleurs, c'est de voir que, outre l'effet recherché au niveau digestif, parfois des patients ne m'avaient même pas dit qu'ils souffraient d'autre chose et quand ils reviennent, ils me disent, ah, au niveau digestif, c'est mieux. Et en plus, Mmh. ça ou ça vont mieux. Alors, ça ou ça, c'est quoi? Eh bien, j'ai eu surtout des problèmes allergiques, en fait, ou d'atopie, des problèmes d'allergie ou d'atopie avec J'ai même eu un patient que j'ai revu l'autre jour qui avait un microbiote perturbé avec une quantité extrême de bactéries productrices d'H2S que j'ai Mmh. traité par rapport à ça et qui est revenu, qui m'a dit, tiens, c'est incroyable parce que, bon, au niveau digestif, ça va bien, mais en plus, j'avais un vitiligo qui a disparu. Donc ça, Ah c'est quand oui, même assez incroyable. impressionnant. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça personnellement non plus. Et puis aussi des patients qui me disent que, outre l'amélioration du côté digestif, ils se sentent mieux au niveau énergétique, au niveau mental. Ça, c'est assez fréquent. Donc, le Good Brain Axis, pour moi, il ne faut pas. Donc, l'axe, je traduis en français, intestin-cerveau.
c'est pas moi qu'il faut dire que ça existe. Je suis de plus en outre tout ce qu'on voit dans la littérature, j'en suis convaincu au niveau clinique aussi, quoi. Oui. Oui, oui, effectivement, oui. Moi aussi, de plus en plus. Et c'est vrai que de plus en plus, on devrait, moi, je pense, avoir de plus en plus de médecins ou même de thérapeutes qui se forment à ce type de prise en charge spécifique sur le microbiote, même si la spécialité au départ n'est pas digestive, parce qu'on a un axe de travail énorme sur tout un tas d'autres choses. Ouais, je suis assez d'accord. Super, bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que j'ai un petit peu, enfin, je vous ai questionné un petit peu sur tout ce qui me taraudait un peu autour de ce microbiote. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter qui serait intéressant de savoir à propos de ce microbiote? On en a dit beaucoup aujourd'hui. Je pense que Première vue, non. Christine, non. Non, voilà, non. Bah, il y a beaucoup de choses, hein, on pourrait en parler pendant des heures, oui, mais voilà, bah, à la limite, on peut refaire ça si vous voulez un jour avec d'autres questions et sur d'autres sujets. C'est avec faisable. plaisir. Mais à première vue, comme ça, non, je pense que je ne vois pas D'accord. de choses à rajouter dans l'immédiat. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, Juste, parfait. peut-être juste ajouter, Julie, par rapport à ta question sur le MI aussi. C'est juste, Oui. bah, oui, le microbiote, l'analyse du microbiote, c'est juste les bactéries qui sont dans les intestins. Mhm. Le MI, bah, tu as d'autres choses que des bactéries et la RNCZ, c'est un gène qui est purement bactérien, donc tu peux pas mettre en évidence autre chose que des bactéries. Et comme la Exactement. candidose, c'est quand même quelque chose de fréquent, bah, c'est le seul moyen qu'on a finalement à l'heure actuelle et le moyen le plus correct, le plus fiable par rapport à la réalité de mettre en évidence quelque chose qui est hyper fréquent, qui est la candidose, quoi. Oui, bien sûr, Alors, bien justement, sûr. ça me fait penser à une chose, je rebondis là-dessus. Très bien. Euh, dans la moyen pour détecter la prolifération fongique, là, ou ce qu'on appelle la candidose, Mhm. au niveau prolifération fongique intestinale, eh bien, il y a clairement l'analyse de choix, à mon sens, et pas combien à ce jour, c'est toujours le MI. Et quand même, je voulais apporter une petite info sur les IgA et les IgG anticandidats, Ah oui. parce que c'est vrai que ça, c'est important d'en parler. Donc, les IgG anticandidats, pour rappel, c'est un peu comme tous les IgG, donc c'est un marqueur d'une immunité instaurée sur quelque chose qui a une certaine ancienneté. Alors, cette ancienneté, il est très difficile de savoir si c'est 1 mois ou 10 ans. Donc, ce qui veut dire que des IgG élevés ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème actuel. Ça veut dire en tout cas qu'à un moment donné, il y a des candidats qui ont traversé, qui ont généré une production d'IgG. Par contre, je les demande quand même, mais pour une autre raison, je les demande parce que on peut quand même voir une évolution avec les traitements sur le taux d'IgG. Donc, vous avez des patients avec un taux d'IgG X, et puis on les traite, et avec le temps, petit à petit, ces IgG diminuent. Donc, moi, ça m'intéresse pour voir d'une fois à l'autre. Mais je veux dire que sur une seule analyse, se faire une idée sur le traitement à donner par rapport à une seule analyse sur les IgG, c'est un peu léger. Ah oui, tout à Autre fait. chose, les IgA, ça c'est très très intéressant. Ça, je les Oui. demande aussi maintenant, euh, parce que les IgA ont commencé. Les IgA, ce sont des anticorps de muqueuse, et donc c'est un reflet que les muqueuses se battent contre du candidat. Alors évidemment, ça ne précise pas quelle muqueuse, hein, c'est comme les métabolites, c'est comme les IgG, les IgA, ça ne donne pas de notion sur l'endroit où ça se passe. Ça peut être la muqueuse vaginale, ça peut être la muqueuse intestinale. Mais en tout cas, c'est une info qui a quelque chose qui se passe. Et j'ai déjà eu des cas où j'avais des IgA très élevés, des IgG élevés aussi d'ailleurs, et par contre des métabolites dans le MI qui étaient négatifs. Alors ça, il faut se méfier, c'est un piège, justement, je me permets d'en parler, qui est sans doute lié au fait que les patients, souvent qui ont des candidoses, font déjà un peu le régime, sont déjà au courant de l'idée du régime, évitent de manger des glucides. Et donc, comme l'analyse du MI est une analyse métabolomique, donc ça veut dire que c'est une analyse dynamique, et donc on Dynamique, va oui. doser des métabolites produits par le candidat quand on nourrit le candidat. Ce qui veut dire que si on n'a pas la veille mangé suffisamment de carbohydrates, hein, de sucre, de glucides, etc., eh bien, on risque d'avoir un faux négatif.
et d'avoir un MI négatif. Et donc, ça, c'est le cas typique de quelqu'un qui a un MI négatif avec des IgA, des IgG positifs. Là, il ne faut pas tenir compte de MI. D'où l'intérêt quand même d'abord de dire bien aux patients de manger des glucides avant de faire le test, super important. Et deuxièmement, éventuellement, personnellement, j'aime bien doser les IgA et IgG en même temps. En même temps. Ah oui, d'accord. Donc, c'est intéressant pour vraiment confirmer ou infirmer. C'est un élément supplémentaire, je dirais. Oui, tout à fait. Et par rapport à l'alimentation, justement, par rapport au microbiote, juste avant de faire un microbiote intestinal, est-ce que vous préconisez une alimentation spécifique pour le Non. patient ou pas? Non. Non, parce que là, c'est différent. Donc là, on est sur de la génomique, ce n'est pas de la métabolomique. Et en plus, on a pu constater que le microbiote est quelque chose de très résilient, qui ne bouge pas comme ça. Il y a une publication récente là-dessus, d'ailleurs, qu'on pourrait partager un de ces jours, qui montre bien qu'il ne change pas d'un jour à l'autre. Et que si vous faites l'analyse le lundi ou le vendredi et que vous allez manger ceci ou cela, vous allez avoir le même microbiote. Ah, d'accord. Pour modifier un microbiote, il faut quelque chose de beaucoup plus costaud que ça. Ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. D'où l'intérêt justement de ça. Et on sait aussi très bien que des gens qui ont une tendance à avoir un bon microbiote ou une tendance à avoir un mauvais microbiote, eh bien cette tendance au bon microbiote, sauf catastrophe, on va dire, antibiothérapie répétée, traitement cortisone, immunosuppresseur, méga stress, enfin des choses pareilles, ça va rester comme ça. Quelqu'un qui a un mauvais microbiote, on va arriver à le moduler, mais il va falloir garder un œil là-dessus et continuer à s'en occuper. Oui. Ça, c'est important. On le sait, même après même des études avec des transplantations de microbiote fécal, on a constaté que quand on transplantait un microbiote, eh bien, le lendemain de la transplantation, le microbiote du receveur ressemblait extrêmement fort à 90% à celui du donneur, mais au fil du temps, il allait revenir vers son microbiote initial. Et donc, c'est pour ça qu'il faut garder l'œil et s'assurer de mettre en place certaines mesures de changement du microbiote et de les garder, même si ça n'est pas aussi intense qu'au début, mais de garder en tout cas quelque chose de ça et de recontrôler quand même le microbiote une fois de temps en temps. Alors, comme ça a quand même un certain prix, on ne va pas faire ça tous les 2 mois. De toute façon, comme je disais, pour que ça change, il faut au moins attendre 4 à 6 mois, mais on peut le recontrôler après 1 an, 2 ans, de temps en temps pour avoir une idée, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est ce qui veut dire que le patient, une fois traité, il doit continuer, évidemment, à Certaines mettre en choses. place, hein, voilà, évidemment, dans son mode Et de à faire vie, le voilà, dans stress. son mode de vie, que ce soit le stress, le sommeil, l'activité physique et l'alimentation, bien entendu. Donc, ça, c'est une première chose. Et à côté de ça, des cures peut-être à ce moment-là à répéter, soit de prébiotiques, de probiotiques, ou alors de certains produits phyto-antibiotiques, peut-être à refaire en cure X fois par an. Hein, Ponctuellement, oui, oui, oui. ponctuellement pour maintenir un niveau, quoi. Très bien. Ah oui, oui, non, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que les patients ont tendance à faire des cures de temps en temps de probiotiques un peu à droite à gauche. Ils prennent, moi j'en vois beaucoup hein, qui viennent me voir et ils ont fait des cures de ceci, cela, parce qu'ils ont vu que c'était intéressant. Finalement, ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas adapté spécifiquement à leur microbiote, même si ça peut leur faire du bien ponctuellement. Mais de toute façon, la réapparition des symptômes revient très très rapidement en fait. Et on voit la différence clairement quand on agit sur ce qu'il faut au niveau des paramètres de santé et sur l'extra digestif aussi. Hein. Donc voilà, le stress, le sommeil, ça, moi je le vois bien, oui, tout à fait. Ok, très bien. Ben, ça me paraît plutôt pas mal. Ben, écoutez, merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions. Ah ben, avec plaisir. C'est très, très gentil à vous d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour nous parler du microbiote, l'intérêt que ça pouvait avoir sur certains patients et même quasiment sur tout le monde, je pense que tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie. Voilà. Au revoir tout le monde.